Alors, après le rêve d'un homme ridicule, je vais passer au grand texte politique de Dostoïevski, les démons. Et en particulier, je vais m'intéresser à un personnage des démons, celui qui va être la victime, celui qui va être assassiné, Chatov. Et en particulier, à un épisode de la vie de Chatov, lorsqu'il est amené à assister à la naissance d'un enfant. Je vais sans doute faire ça en 3 épisodes. Premier épisode, aujourd'hui, je vous parlerai surtout des idées du marquis de Sade. Je vais faire un détour par le marquis de Sade. Deuxième épisode, le texte sur la naissance d'un enfant. Troisième épisode, les idées générales de Chatov, qui sont les idées politiques de Dostoïevski. Premier épisode. Pour Dostoïevski, l'homme est un être social. Un être social, ce n'est ni un individu, au sens de l'individualisme normatif, ni un simple membre du genre humain. Au niveau du langage, ça veut dire ni l'idiolecte, la langue privée que chacun pourrait s'inventer pour lui-même, ni l'espéranto, la langue universelle. On parle toujours une langue maternelle qui est une langue particulière. Ça veut dire que l'être humain se définit par des appartenances. Et ces appartenances, au départ, sont involontaires. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi sa patrie, on n'a pas choisi sa langue maternelle. Mais ces appartenances peuvent ensuite être assumées. Ce qui veut dire qu'on se fait à ce moment-là le représentant d'une lignée, le représentant d'une patrie, et qu'en parlant une langue, on souhaite qu'elle continue à exister correctement dans le futur. Ça s'appelle la vertu de justice. La vertu de justice, la définition de la justice, c'est rendre à autrui ce qui lui revient. Et en particulier, lorsqu'on a cette dette spéciale qui est involontaire et insolvable. On a reçu la vie, et le jour où ceux qui nous ont donné la vie auraient besoin d'une vie, c'est-à-dire le jour de leur mort, on ne peut pas leur rendre. Donc la seule façon de payer sa dette, c'est de transmettre la vie à des descendants. On a reçu le nom, et la seule façon, là encore, de payer sa dette par rapport à cette identité, cette inscription dans la lignée, c'est de transmettre le nom sans tache, être à la hauteur du nom. Donc, un nom, ce n'est pas un numéro de sécurité sociale. Un nom, c'est une inscription dans une tradition. Les Grecs appelaient ça le symbolon, le symbolique. Le symbolon, c'était une pièce d'argile que l'on cassait en deux et dont on donnait la moitié à un ami, par exemple, lorsqu'il allait partir en voyage pour un temps assez long. C'était un symbole de fidélité. On avait donc un morceau de terre cuite qui ne servait plus à rien, mais que l'on gardait pour montrer qu'on restait fidèle, qu'on n'avait pas oublié, qu'on n'était pas dans le principe loin des yeux, loin du cœur. Et ce morceau de terre cuite présent faisait penser à l'autre moitié absente. Donc c'est la présence des absents. Cette notion de dette sacrée, qui est d'ailleurs en rapport avec la notion de péché originelle, vu qu'elle est insolvable, elle est contraire à la conception libérale de l'homme, pour lequel il n'y a de dette que volontaire et solvable, et elle est contraire à la notion socialiste de l'homme, pour lequel la faute est toujours liée à un contexte social qui en est responsable, mais pas moi. Cette dette sacrée, elle prend 3 formes, par rapport à la lignée familiale, par rapport aux héros de la patrie, et par rapport à la source de l'être, de tous les êtres. Dostoïevski a donc une idée centrale
Pour les progressistes, le propre de l'homme, c'est qu'il peut se déraciner. Pour Dostoïevski, au contraire, le propre de l'homme, c'est qu'il doit préserver ses racines, sa provenance. Citation d'un poète allemand, Hebel, « Qu'il nous plaise ou non de l'avouer, nous sommes des plantes qui ont besoin de racines pour sortir de terre, afin de pouvoir fleurir dans les terres et porter des fruits. » Éther, E-T-H-E-R. Conséquence de tout cela, les institutions ne sont donc pas des contraintes. Les institutions sont au contraire ce qui nous donne notre humanité. Et vouloir vivre sans institutions, vouloir vivre déraciné, comme membre utopique d'une humanité universelle, c'est exactement ce qu'il appelle être nihiliste. En particulier, par exemple, nous sommes redevables de la richesse de la langue et de tous les poètes, tous les romanciers qui ont enrichi cette langue avec de très nombreuses nuances, de plus en plus fines et intraduisibles, et qui nous permettent de communiquer, par exemple, dans les poésies. Donc, vous avez l'idée qu'il y a de nouveau un mystère de l'homme. La naissance d'un enfant n'est pas d'ordre biologique. Elle n'est pas de même ordre que la procréation animale. Elle s'inscrit dans un ordre symbolique. La sexualité devient alliance, déclaration d'amour, serment de fidélité, institution du mariage. La reproduction devient filiation, transmission d'un nom et préférence pour ses proches par rapport au lointain. Si mes enfants meurent, je m'effondre. Si vos enfants meurent, je serai touché, mais ça ne me touchera pas avec la même violence que si ce sont mes propres enfants. Donc on retrouve cette idée qu'il y a un mystère de la venue au monde d'un être libre. Il y a quelque chose en plus dans un enfant humain par rapport à une mouche. Et la question c'est, d'où provient cette différence? Et il y a un mystère de la sortie du monde d'un être libre, quand on se retrouve avec un cadavre qui va se décomposer, il manque quelque chose par rapport à la personne que l'on a connue. Où est passée la différence? Donc dans un cas, naissance, d'où provient la différence? Dans l'autre cas, la mort, où est passée la différence? Alors, pour étudier ces questions-là, on va passer par un détour avec le Marquis de Sade. Premier texte du Marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir. Je vous lis un extrait. Nous allons sans doute humilier ici l'orgueil de l'homme en le rabaissant au rang de toutes les autres productions de la nature. Mais le philosophe ne caresse point les petites vanités humaines. Qu'est-ce que l'homme? Et quelle différence y a-t-il entre lui et les autres plantes? Entre lui et tous les animaux de la nature? Aucune, assurément. Fortuitement placé comme eux sur ce globe, il est né comme eux, il se propage, croît et décroît comme eux, il arrive comme eux à la vieillesse et tombe comme eux dans le néant, après le terme que la nature assigne à chaque espèce d'animaux en raison de la construction de ses organes. Il y aura alors tout autant de mal à tuer un animal qu'un homme. Assurément, il faut laisser la nature faire, mais ce sont ses impulsions que suit l'homme quand il se livre à l'homicide. Première idée, l'homme est un animal comme les autres, une plante comme les autres, un paquet d'atomes comme les autres.
pas de différence qualitative. Deuxième idée, les atomes dont l'homme est composé existaient avant sa venue au monde et existeront après sa disparition. Et du point de vue des atomes, il ne se sera rien passé. Principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Troisième idée, l'homme est un produit de la nature et la nature c'est le règne du hasard. Et le propre du hasard est d'être stupide, de n'avoir aucune intention, aucun projet. Lorsqu'un pneu éclate par hasard sur l'autoroute, on ne cherche pas de responsable, on ne cherche pas de coupable. Idée suivante, l'homme n'a donc aucune dignité surnaturelle. Et vu qu'il est un animal comme les autres, une plante comme les autres, il n'y a pas plus de mal à tuer un homme qu'un animal ou une plante. Et en plus de ça, dernière idée, vu que la nature, c'est le règne de la cruauté, les impulsions cruelles que j'ai en moi proviennent donc de la nature. Et la nature ne veut pas être coupable. Donc les impulsions que j'ai en moi sont innocentes. L'envie de détruire provient de la nature qui n'arrête pas de détruire. Alors on va illustrer ça par une fable. Hier, j'écoutais une très belle musique de Mozart. Une mouche faisait du bruit, m'embêtait, je l'ai capturée, je l'ai prise par les ailes et je l'ai fait brûler le plus lentement possible pour la faire souffrir avec une bougie. Aujourd'hui, j'écoute la même musique de Mozart. Il y a un enfant qui fait du bruit dans la rue. Je le capture et je le fais brûler le plus lentement possible dans la cheminée. Pourquoi m'accusez-vous du second fait et pas du premier? Alors que vous me dites que l'homme provient du singe, qui provient de la mouche, qui provient de l'amibe, qui provient des atomes. Donc, soit il y a des sauts qualitatifs entre les ordres dans la nature, mais à ce moment-là, il faut m'expliquer comment la nature peut produire de telles ruptures d'ordre. Comment la nature peut avoir un tel pouvoir créateur. Soit il n'y a que des différences de complexité d'organisation, mais sur le même plan, et alors l'homme est un sous-ensemble des animaux, qui est un sous-ensemble des plantes, qui est un sous-ensemble des atomes. Ce qui veut dire au passage que les sciences humaines ne sont que des chapitres dans la biologie, et la biologie n'est qu'un chapitre dans la physique. Et toutes ces organisations sont produites par le hasard et la matière. La notion même de dialectique de la nature n'a aucun sens. Il n'y a pas de plus à l'arrivée par rapport au départ, sinon il faut m'expliquer quelle est la source du plus. Et à ce moment-là, il faut mettre un créateur au fond secret de la création et au fond secret de la créature.